Alors c'est l'histoire d'un tout petit bonsaï qui cherchait ses racines pour grandir petit à petit vers la lumière. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes doux yeux. La 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 la, la 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 la. Ma mère aimait beaucoup chanter tout en travaillant. Elle avait 19 ans en 1950. Elle chantait et elle avait quelques prétendants. En fait, je crois qu'elle attendait aussi le prince charmant. Notre famille était rythmée dans le temps par des pendules, des petites pendules, des grandes horloges et le clocher de l'église. Tic-tac, tic-tac. Quart d'heure, demi-heure, les heures. Di-don-don, di-di-di-don, don, don, don. Nous étions une famille de paysans, bien pensantes, et aussi de bergers depuis des générations. Et moi, ce que j'aimais, c'était aller gouverner. Vous savez ce que c'est, aller gouverner? Alors, on va donner à manger à 300 moutons. Alors, quand on arrive, ça sent fort le fumier, ça pique les yeux, le nez, la gorge. Et puis, on leur met de la belle paille dorée. Ça sent bon. Et j'allais avec mon grand-père et mes oncles, et pendant qu'ils mettaient le foin dans les râteliers, c'est-à-dire dans les mangeoires, moi, parfois, je m'allongeais dans la mangeoire, dans le foin. Et quand soudain la porte s'ouvrait et que tout le troupeau arrivait, se précipitait dans les mangeoires, moi, je sentais tous les petits museaux chauds sur mon corps et ça me plaisait. Et quand il s'apercevait, mon grand-père disait « Mais sors de là !» Quand j'arrivais, mes tantes me disaient « Ah, tu sens encore la bergerie, tu ferais mieux de venir faire de la broderie. » Ma mère était à l'école ménagère de Digne-les-Bains. Et ma grand-tante, Juliette, lui dit un jour « Malou, je vais venir pour t'acheter une robe, viens avec... » « Non, non. Si, viens, on va acheter une robe. » Et ma mère était dans la cabine et la tante, un peu précipitée, un peu curieuse aussi, tire le rideau et mais tu as bien un gros ventre. Moi, non. Mais tu es enceinte. Mais non. Et là, le drame a commencé. Tout le monde lui est tombé dessus. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous arrive une chose pareille? Mais c'est la honte sur la famille, c'est le déshonneur. Et elle était enceinte de 6 mois. 3 mois après, malgré tout, je suis née. Et quelques années après, mon grand-père m'appelait sa pitchounette. Et mes grands-tantes, leur rayon de soleil. Quelques années après, mon grand-père me dit, un peu embarrassé, « En fait, tu as l'âge de raison, tu dois savoir maintenant, tu n'as pas de papa. »
Et moi, je dis, mais moi, mon pépé, je l'aime. D'ailleurs, mon pépé, quand le soir, je voyais qu'il était un peu renfrogné, il avait la tête dans les mains comme ça. Je lui disais, Pépé, maintenant, je vais te faire des frisettes. Oh non, ah si. Alors, j'allais chercher un bol d'eau tiède avec un rouleau de papier toilette. Je lui mouillais les cheveux et je lui faisais des petits bigoudis. Et après, j'allais sauter sur le canapé entre mes deux oncles qui lisaient le journal, le Provençal. Et un jour à l'école, une grande, elle me dit, mais elle est où ta mère? Ma mère? Ah, ouais, ma mère. En fait, ma mère, je me rappelle, j'avais 6 ans, elle s'est mariée. Elle s'est pas mariée en blanc. Elle avait un tailleur beige avec une petite toque sur le côté. Je la revois au fond de l'église. Et moi, j'étais derrière et je pleurais. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai faim. Et le lendemain, ma mère a enfourché la belle moto de son bel italien. C'était une Royal Enfield. Vous savez, ces motos qui ronronnent doucement, pas celles qui font des bruits speed, là, non, celle-là. Vroom, vroom. Et là, elle est partie, je crois qu'elle avait trouvé son prince charmant. Ciao, maman. Les années ont passé, et la petite Marie-France, elle est sortie de son petit village pour aller à la pension, et puis après dans la grande ville pour aller faire des études, où elle a rencontré un charmant jeune homme, qui est devenu quelque temps après son mari, et ils ont eu un bel enfant, qui lui-même a eu un enfant qui a maintenant 20 ans. Et Marie-France se réjouit. Quelqu'un me dit, mais tu n'as jamais cherché à savoir qui est ton père? Non, comment oserais-je? Non. Et puis, je me souviens, mais on disait toujours chez moi que le premier suspect, c'était Fernand, parce qu'il courtisait ma mère. Et d'ailleurs, on l'appelait chez nous Barbe Bleue, parce qu'on disait qu'il était grossier et peut-être même alcoolique. Alors un jour que je reviens au village, je me dis, il faut que peut-être j'aille voir sur la piste, parce que j'avais vu sur Internet que ça existait, les tests de paternité. Et donc je vois au loin dans le champ le fils de Fernand. Je ne l'avais jamais vu de près parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nos familles étaient fâchées depuis ce moment-là, depuis que j'étais née. C'était la guerre civile, tout le monde le disait, après, longtemps après. Et il ne fallait pas leur parler, ni le regarder, mais moi, quand je passais et que je le voyais venir en face, ce Fernand, avec ses grandes bottes en caoutchouc, sa salopette bleue, je déviais un peu mes pas, mais j'avais bien envie de voir si je lui ressemblais. Alors, je regardais un peu en coin, et il avait des yeux bleu acier, un peu rougeaux. Et quand il passait de sa grosse voix, il me disait « Bonjour, Marie-France. »« Bonjour, monsieur. » Et je vais voir son fils ce jour-là, dans le pré, là-bas, loin. Et je lui dis « Bonjour, il fait beau aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être au pays. » Et ça va la famille, les enfants, le troupeau, ça va et... Oui, en fait, je voulais te dire, tu sais sûrement que nos familles ont été longtemps ennemies. Et oui, je sais, malheureusement. Et tu sais aussi qu'on disait que ton père, c'était peut-être le mien aussi. Oui, je sais, mais mon père, il m'a toujours dit, non, non, c'est pas vrai. Hein. Ton père, il disait qu'il était là-bas, de l'autre côté de la montagne, là-bas, de l'autre côté du cheval blanc, c'était un berger. Oui, je sais, mais
je sais. Mais je voudrais que scientifiquement, on vérifie, si ça t'embête pas, par un test de paternité. Oui, ok, d'accord. Nous l'avons fait. Quelque temps après, le résultat arrive. Et c'est négatif. Mais depuis ce temps-là, cet homme-là, qui est mon voisin, je le regarde bien en face. Nous parlons ensemble, nous échangeons les services. J'ai même fait la transhumance avec eux cette année. Et alors je décide d'aller voir là-bas, de l'autre côté de la montagne. Et là, c'est un petit village au fond d'une vallée magnifique. Et ce berger, bien sûr, il est décédé, il a fait une chute dans la montagne, mais il reste sa vieille sœur qui s'appelle Victoria. C'est une cousine à ma grand-mère un peu éloignée. Et quand j'arrive devant sa porte, c'est un peu la misère, elle a l'air... Cette porte est à moitié cassée, il y a du contreplaqué avec des bouts de scotch et... Il y a quelqu'un? Qui c'est? C'est Marie-France de Château-Garnier. Qui? La petite fille de Maria. Ah, j'arrive. Et là, la porte s'ouvre et je vois une vieille femme au beau visage altier. Elle n'a plus qu'une dent, mais elle a des beaux yeux clairs et lumineux et un bonnet tout troué, et ses vêtements ils sont usagés. Et elle me dit, mais je ne me rappelle plus de rien, je suis si vieille, j'ai presque 100 ans, mais entrez, entrez. Mais mon feu ne marche plus, il n'est pas ramoné, le robinet coule, personne ne veut me le réparer. Mais assieds-toi. En fait, je peux regarder la photo qui est sur la cheminée, là? Oui, c'est mon pauvre frère Jean. En fait, il fréquentait ta mère et il voulait l'épouser. Et oui, je sais. Justement, je voulais... Non, elle est trop vieille. Et alors, elle me raconte là-bas le col, la montagne, quand elle passait de l'autre côté à pied. Et elle me dit, j'ai plus rien à donner, mais tiens, regarde, j'ai un vase en terre là, et un peu de poussière. Et je l'ai emmené avec moi. Quelques mois après, elle est décédée. Alors parfois, j'ouvre ce vase dans son papier et je mets quelques fleurs fraîches pour Victoria et pour Jean qui a aimé ma mère. Ma mère ne chantait plus depuis longtemps. Elle était assise sur sa chaise, enferrée dans son silence. Et je lui ai demandé, mais très longtemps après, mais maman, mais c'est qui mon père? Elle me dit, ben, c'est Giorgio. Hein? Mais tu ne me l'avais jamais dit, mais je croyais que... Si je te le dis, elle n'a jamais dit un mot de plus. Et moi, Giorgio, sa famille, moi j'aimais, parce que eux, ils avaient voyagé. D'abord, le grand-père, c'est lui qui avait inventé l'électricité dans notre village par un système de turbines sur la rivière. Et puis, il y avait la vieille tante. Elle était partie au couvent. Et puis, en revenant, elle allait dans la montagne chercher des cailloux gros comme ça qu'elle transportait à la brouette. Et elle avait construit une immense grotte où elle avait mis une belle vierge dorée dedans. Et puis le frère de Giorgio, il habitait là-bas, loin, au Canada, depuis des années. Ah ben, vous savez quoi? Sans savoir tout ça, nous, on est allés au Canada avec mon fils, grand comme ça, et son copain. Et il nous a aidés au début, il nous a mis sur la route de l'aventure. Et c'était une très belle aventure.
Et alors, je lui ai écrit à ce frère là-bas au Canada et je lui ai dit, ma mère m'a dit que ton frère, c'était peut-être mon père. La réponse est arrivée. Heureusement que j'étais assise, ta lettre m'a surprise. Mais quelle merveilleuse nouvelle il m'avait écrit. Bienvenue dans la famille. Alors moi, c'est une Marie-France, mais vraiment réjouie. Et quand il revient au pays, je lui dis, mais est-ce qu'on peut faire un test pour voir si vraiment on est de la même famille? Bien sûr. Et quelques temps après, le résultat est négatif. Alors, il vient me dire, je crois que je connais quelqu'un qui pourrait te raconter une histoire. Et une dame vient et me dit, oui, moi je connais quelque chose. Alors, vous savez, elle me raconte ça. C'était un jour, c'était la fête du village. La fête du village, chez nous, c'est début septembre, la fête de la Vierge, de la Nativité. Alors le matin, il y a deux hommes forts qui montent dans le clocher et qui font sonner les cloches à toute volée. Ça rentre par tous les pores. Après toute la journée, on prépare la fête et c'est l'excitation. Et le soir, l'orchestre arrive avec tous ses musiciens. Les filles se font belles. Et cette dame me dit, alors il y avait un homme au village, un étranger qui venait habiter là, chaque année au bout du village. Et nous, on le reluquait parce qu'il avait des belles chemises blanches et puis qu'il était beau. Et du coup, ce soir-là, on a vu ta mère et cet homme-là, tendrement enlacé, qui dansait. Et j'ai entendu que cet homme-là lui disait, « Maintenant, tu es ma petite femme, tu es ma petite femme. » Et ma mère, évidemment, après ce qu'on a fait, il me semble encore l'entendre. Et alors, moi, ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai téléphoné, parce que cet étranger, je ne vous ai pas dit, il venait de Marseille. Alors j'ai téléphoné à la mairie, aux archives, partout, et une dame bien gentille a bien voulu me donner quelques renseignements, sauf la descendance, parce que bien sûr cet homme était mort depuis longtemps. Et une autre personne est venue récemment me dire, voilà quelques photos. Et on voit sur l'une de ces photos un beau jeune homme avec une chemise blanche aux manches retroussées qui pose, avec des belles jeunes filles autour. Ma mère travaille, elle n'est pas sur la photo. Et cet homme m'a dit, si tu veux, tu me donneras les renseignements, parce que moi, Marseille, je le connais comme un gant, et je vais te trouver des renseignements, et la maison de cette personne, et peut-être ses descendants. Alors aujourd'hui, cette histoire, cette recherche n'a pas abouti. Mais je remercie ceux qui m'ont accueilli dans cette vie. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on est tous faits des mêmes éléments de terre, d'eau, d'air et d'espace, et de feu et d'amour. Et c'est ça qui nous lie. Je voulais juste finir par ce passage du prophète, du Khalil Gibran, et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants » et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. »
étoile des neiges, sèche tes beaux yeux. Le ciel protège les amoureux. La 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 la.